Ces règles vont préciser les conditions qui, si elles sont réunies, on a un litige. Et donc, si on en vient au droit des affaires, on va se dire que, je donne un exemple, en matière de vente, lorsque la personne ne livre pas la chose alors qu'il était bien écrit qu'il doit le livrer à Dakar, et s'il le livre à Saint-Louis, si les choses sont péries, etc., les éléments vont se rassembler pour donner un litige parce qu'il y a une personne qui a été biaisée, comme on peut le dire. Donc ses intérêts ont été affectés. Et donc si les intérêts affectés, il est porté à le régler lui-même. Et maintenant, ça crée maintenant des incompréhensions et des difficultés qui font que chacun ne se retrouve plus dans le deal. Et donc, le législateur intervient. Et maintenant, comment faire intervenir le législateur? C'est ça, nous donnons des conseils sur comment le législateur intervient. Vous êtes des médiateurs. Bonsoir, salam Zia. Ici au boy Habib Sall et Serine Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Jean-Gabriel Senghor, mon ami. Bienvenue au Cercle. Merci Habib. Et merci pour l'invitation. Hein. Non, le plaisir est partagé, on est ensemble. Cool. Est-ce que tu peux nous dire brièvement qui est Jean-Gabriel Senghor et qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord, je suis Jean-Gabriel Moussa Senghor, c'est mon nom complet. Ah, j'ai oublié le Moussa, désolé. Pas de souci. Je me rattrape. Alors, Jean-Gabriel Moussa Senghor, je suis CRR, comme on dit, donc métis aussi, ma maman elle est Diola. Donc, j'habite à Sokone, derrière Kaolack. C'est la plus juste indication que je peux donner. Et donc, je suis juriste, je réside à Dakar présentement, après avoir effectué mes études à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté de droit. Et donc, j'ai eu un master en contentieux des affaires. Et je suis présentement, donc, j'exerce donc le métier le métier de juriste. Et je suis également engagé, parce que j'étais dans les mouvements associatifs. Donc, un peu... Politiquement ou non, pas associativement? Associatif juste, hein, le social, voilà. Politique, non, jusqu'à là, j'ai pas encore... Vous, la juristes, vous aimez trop la politique. Jusqu'à présent, j'ai pas encore embrassé la politique. Mais quand même, je m'intéresse à la vie politique. Donc, je donne des avis, plus ou moins, j'en discute. Donc, voilà. Comme tout bon citoyen. Super. Je comprends, je vois. En tout cas, oui, je vois exactement. On a été mis en relation par Mansour, qui m'a beaucoup parlé de toi et de ce que tu fais et de ce que tu fais. Et j'ai même suivi un entretien que tu as eu à faire sur ETS, voilà. sur le droit des affaires, les litiges et les contentieux. Donc aujourd'hui, je vais essayer de représenter les bons fans, les nuls comme moi, qui ne savent pas grand-chose sur ce que c'est que les litiges, les contentieux, le droit des affaires. Donc on va essayer de simplifier les termes pour qu'on puisse tous parler en langage commun et qu'au fur et à mesure que l'émission avance, on va essayer de dissecter les choses, quoi. Maintenant, d'abord, commençons par ce que c'est le droit d'affaires. Ensuite, quels sont les ingrédients qui, réunis, permettent d'avoir un litige ou un contentieux? D'accord. Alors, le droit des affaires, comme pour être beaucoup plus adapté aux profanes, donc, le droit, c'est la vie de chaque jour. Mon professeur nous disait que chaque jour, vous allez voir des relations, c'est les relations humaines. Et donc, chaque jour, il y a des liens qui se tissent et ces liens doivent suivre une réglementation.
Donc, dans le respect d'une réglementation. C'est comme ça que la société est organisée. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand les gens sont en interaction, donc sont liés les uns les autres, il ne peut pas ne pas y avoir des litiges. Et donc, ces litiges doivent être réglés, prévus, au moins en amont, par donc une structure qui va permettre donc de contrôler comment est-ce qu'ils vivent pour maintenir donc la société en harmonie. C'est la raison pour laquelle il y a nécessairement des litiges et il y a forcément donc des règles qui vont les traiter. Maintenant, pour venir au droit des affaires, les affaires, parce que dans la cité, il y a des affaires religieuses, il y a des affaires administratives, publiques, morales, sociales et tout. Maintenant, si on veut circonscrire le droit des affaires, il faudra dire que c'est le droit qui régit les relations humaines qui sont orientées vers le profit. En quelque sorte. Donc, si on parle de profit, c'est un peu entreprise. Donc, tu fais un travail, un service, tu vends des biens. Donc, tu as envie de tirer profit des bénéfices de cela. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle tu voudras sauvegarder tes intérêts. Et forcément, il y aura des contentieux. Et maintenant, le contentieux des affaires est tourné vers donc cette si je puisse m'exprimer ainsi, cette perspective de l'entreprise. Maintenant, l'entreprise, ça intègre beaucoup de paramètres qui font que le contentieux sera vaste. Ça va toucher beaucoup d'affaires. D'abord, on avait déjà délimité, on avait dit il y a des affaires administratives, il y a des affaires publiques, administratives et tout. Mais dans l'entreprise, il y a des affaires administratives également qui doivent être prises en compte. Et donc, c'est la raison pour laquelle le contentieux est vaste. Les éléments qui sont intégrés dans le contentieux des affaires sont très importants. Et c'est la raison pour laquelle il faut être ouvert d'esprit, il faut s'intéresser à beaucoup de choses pour pouvoir exercer le métier de contentieux. Je suis parfaitement d'accord. Et comme tu as dit, la société est composée de plusieurs parties prenantes, de plusieurs facteurs qui interviennent. De ce fait, j'imagine que, bon, vu qu'on parle d'interrelations économiques, c'est normal qu'il y ait des malentendus, des incompréhensions. Mais cela ne veut pas dire que toutes les incompréhensions sont considérées comme des litiges ou comme des contentieux. Normalement, il doit y avoir des critères ou bien des conditions qui, lorsqu'elles sont réunies, pourraient en fait faire l'objet d'un contentieux. Quels sont ces ingrédients en fait? Quand est-ce qu'on peut dire on a un contentieux ou bien on a un litige? Alors, c'est la raison pour laquelle le droit existe déjà et le droit est écrit. Bon, je vais un peu glisser un peu pour dire que dans la tradition africaine, avant, c'était pas du droit écrit. Donc, les choses étaient réglées dans la cité, dans les concessions, à l'amiable et tout. Bon, en fait, il y avait des structures, mais puisque c'était pas écrit, donc le traitement était d'une autre manière. Mais avec l'évolution, avec les influences ici et là dans le monde, ça fait que on est influencé par on appelle ça le droit romano-germanique. Les législateurs. Voilà, donc on est influencé un peu par les législateurs du droit romano-germanique. Donc quand on parle droit romano-germanique, c'est un peu en Europe, la France et tout, et donc qui ont influencé notre système juridique et qui font que désormais on écrit. Et maintenant, donc ces règles vont préciser les conditions qui, si elles sont réunies, on a un litige. Et donc, si on en vient au droit des affaires, on va se dire que, je donne un exemple, en matière de vente, lorsque la personne ne livre pas la chose, alors qu'il était bien écrit qu'il doit le livrer à Dakar, et s'il le livre à Saint-Louis, si les choses sont péries, etc., les éléments vont se rassembler pour donner un litige, parce qu'il y a une personne qui a été biaisée, comme on peut le dire,
Donc, ses intérêts ont été affectés. Et donc, si les intérêts affectés, il est porté à le régler lui-même. Et maintenant, ça crée maintenant des incompréhensions et des difficultés qui font que chacun ne se retrouve plus dans le deal. Et donc, le législateur intervient. Et maintenant, comment faire intervenir le législateur? C'est ça que nous donnons des conseils sur comment le législateur intervient. Vous êtes des médiateurs. On est des médiateurs. Des arbitres aussi. On peut le dire, mais bon, des conseils. Je préfère des conseils. Si. Je préfère des conseils parce que c'est structuré. Médiateur, juge et tout, c'est structuré. Donc nous, puisque je suis pas avocat, donc je peux pas plaider. Il y a une réglementation pour que un dossier soit réglé au tribunal, mais je peux conseiller parce que je comprends les conditions dans lesquelles l'expertise technique, des lois, des normes, effectivement, et comment ça doit être traité. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je me suis spécialisé dans ça en formation et j'ai cherché à appréhender un peu comment est-ce que les litiges seront traités. Donc, je suis pas spécialiste dans tout. Je suis pas connaisseur dans tout, mais j'essaie du mieux que je peux être informé sur ce qui se passe lorsqu'il y a tout simplement des rapports contractuels et quels sont les enjeux qui se révèlent à nous et comment est-ce qu'on peut les traiter et qu'est-ce que le législateur a dit. Non, je vois exactement. En fait, dans ce que tu viens de dire, il y a le mot qui revenait souvent, c'est l'écrit, en fait. L'écrit. Et que le monde a évolué et qu'on est passé de l'oral à l'écrit. Donc, je suppose que ce que tu entends par ça, c'est les contrats. Ça veut dire que pour qu'il y ait un litige, il faut qu'il y ait une référence ou bien un document qui, en fait, explicite les attentes des uns et des autres. L'écrit, c'est pas forcément. Okay. C'est plutôt la codification. Si je parle de l'écrit, c'est la codification. C'est-à-dire, le code va prévoir des normes qui vont régir telle activité. Alors, l'activité de la pêche, les contrats, les affaires qui vont donc naître à partir de la pêche, ce sera des contrats qui sont dans le secteur de la pêche et régis par un code qui va tout simplement traiter ça. Donc, si on pourrait voir ça de manière hiérarchique, on a les lois suprêmes, ensuite on a les lois de secteur, sectorielles, ensuite dans chaque secteur, on peut avoir des contrats régis qui respectent ces lois sectorielles. C'est ça. Okay. Et donc, c'est pour cela, on parle de hiérarchie des normes, dans le jargon juridique, la pyramide des normes. Donc, c'est la Constitution qui prévoit qu'il y aura tel droit pour tel individu qui caractérise. Et ensuite, les lois viennent et donc organisent. Donc, la Constitution va dessiner une architecture donc qui permettra de scinder les secteurs dans lesquels les réglementations seront créées, instituées. Et donc, après avoir réglé les secteurs dans lesquels il faudra telle et telle condition pour qu'il y ait un lien contractuel, telle et telle condition pour qu'il y ait un contentieux, après maintenant, il institue encore d'autres normes pour dire que si ces contentieux surgissent, il faudra le traiter ainsi. Donc, c'est ça qu'on appelle maintenant le droit processuel. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle, pour comprendre en 2 mots cette configuration, il faut tout simplement se dire qu'il y a ce qu'on appelle le droit matériel et le droit processuel. Alors, le droit matériel, c'est quoi? C'est le droit qui régit les secteurs dans lesquels les individus vont entretenir des relations et tout. Et non, le droit processuel va régir les questions relatives à qui saisir lorsqu'il y a un problème, comment le saisir. Ok, je vois. Et donc,
par quel canal passer. Parce qu'il n'est pas dit qu'il y a un contentieux, on le règle comme on veut. Pourquoi? Parce qu'il y a une spécialité dans le droit matériel et donc il y aura forcément une spécialité dans le droit processuel. Donc c'est une configuration, une suite logique. C'est comme ça que ça se passe. Je comprends mieux maintenant, je comprends parfaitement. Ok, maintenant, sur la base de ce qu'on vient de dire, quels sont les différents types de contentieux qu'on pourrait avoir? Alors, les contentieux qu'on peut avoir, ils sont énormes. À présent, maintenant, on peut plus. C'est un parterre de domaines qui font que, puisque les relations humaines évoluent, la science évolue, les gens donc créent beaucoup plus. Les contentieux sont variés, mais néanmoins, les législateurs sont allés jusqu'à voir qu'il y a, par exemple, 3 types de secteurs qui sont beaucoup plus essentiels. C'est pour cela qu'on a des contentieux qu'on appelle par exemple commercial. Quand on est commercial, dans le domaine commercial, c'est les transactions, etc. Ensuite, il y a des contentieux qui sont du domaine, par exemple, qui touchent l'État, l'administration publique et tout ça. Et donc, on aménage un contentieux également spécial pour ça. Et en plus de ça, il y a un contentieux qui touche les affaires internationales. Tu vois? Et donc, puisque ça touche donc des éléments qui font intervenir des gens qui sont dans des États différents, les législations sont différentes, et donc il y a un contentieux international. À côté de ça, il y a un contentieux maintenant qui régit les affaires de la société tout court, qu'on appelle donc le contentieux pénal. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il y a nécessairement un profit derrière économiquement, mais on a touché à la morale d'une personne, on a brisé une règle de société, etc., qui fait que donc on aménage un autre contentieux qu'on appelle pénal. Okay. Maintenant, pour faire la part des choses, il faut se dire que il y a un droit public et un droit privé. Okay. Et maintenant, au niveau de ces deux droits, il y a également des particularités, bien sûr, mais on essaie tout simplement de se dire qu'il y a des affaires qui font intervenir l'État, et quand on parle de l'État, souvent c'est pour le service public, c'est pour l'intérêt général, et donc ces normes ne peuvent pas être les mêmes que lorsqu'il y a un rapport entre deux personnes lambda. Privé en quelque sorte. Privé en quelque sorte, et donc le traitement sera le même. Donc le traitement procédural sera le même. Et on est allé encore, si tu viens aux questions d'État, puisque les États interviennent dans les affaires de la cité nécessairement, il y aura un droit qu'on appelle international. Et dans le droit international également, il y a un droit international privé et un droit international public. Public, ouais. Donc, tu vois que les contentieux sont... Oui, je vois exactement. Mais revenons en fait dans le cadre professionnel, vu que je pense que toi, tu es plus orienté vers le droit juriste. Des affaires. Donc maintenant, par exemple, dans le milieu professionnel, nous savons tous le fameux contrat. Oui. Dans le milieu professionnel, vous signez des contrats CDI ou CDD, et aussi au niveau secteur privé, que ce soit les agences, que ce soit certains secteurs cinématographiques. Bon, dans la vie de manière générale, on est entouré de gauche à droite par des contrats. Et c'est un document qui matérialise des accords trouvés entre deux parties et qui explique que si jamais ces accords viennent à être brisés, comment on va en fait les gérer de manière amiable ou non, quoi. Ouais. Maintenant, d'après ton expérience, quelles sont les erreurs que les gens souvent commettent dans le cadre des contrats, que ce soit quand il est temps de signer, parce que d'habitude nous on regarde juste le prix, le montant, combien je vais être payé, mais on prête pas trop attention aux détails, aux différents articles du contrat. Donc en tant que
expert dans le domaine, pour les jeunes, pour les professionnels qui nous écoutent, quelles sont les erreurs les plus commises et comment on pourrait les prévenir dans l'avenir? Alors, pour expliquer ça, je vais dire que tout dépend de la culture. Okay. Alors, tantôt, j'étais en train de te dire que la tradition africaine avait sa manière de régler les litiges. Et donc, sa manière de régler les litiges faisait que les gens de la communauté savaient que telle et telle règle sont établies, sans pour autant que ça soit écrit. Et ils savaient qu'à chaque litige, il fallait donc se référer à tel vieux ou à telle structure pour régler ça. Donc, c'était pas un problème. C'était pas un problème. Alors, maintenant, puisqu'il y a eu un changement, l'évolution, on est influencé par, comme je t'ai dit, une culture juridique écrite. Et maintenant, quand donc cette culture est installée en Afrique, et ancrée dans nos rapports, c'est forcé que les gens qui sont illettrés ne soient pas au courant maintenant de ce qui a été codifié. Oui. Et qu'ils pensent qu'ils restent toujours dans l'ancien code, quoi. L'ancien code, les codes moraux qui n'étaient pas écrits et qu'ils avaient, comment on appelle ça, qu'ils avaient, qui impactaient, inculqués en eux. Maintenant, puisque c'est écrit, et qu'on a ouvert des universités. Il y a même des experts dans le domaine qui viennent interpréter ces textes. Parfois de manière subjective. C'est vrai. Et donc, ce problème fait que désormais, les gens, puisque ces textes doivent être appliqués, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est quoi? Même si tu ne le lis pas, la loi a été promulguée hier, c'est pas leur problème que tu sois informé ou pas. Alors, informé, c'est normal, ils doivent le faire, mais par quel canal? C'est difficile, c'est des investissements, c'est beaucoup de choses à faire pour que les gens comprennent. Mais maintenant, ils n'ont pas ce temps. Mais néanmoins, la loi va s'appliquer. Alors, ceux qui ont eu des connaissances sur ce qu'on appelle la légistique, sur ce qu'on appelle comment interpréter une loi, c'est les juristes qui ont fait donc les écoles de droit. Et puisque c'est écrit, on est obligé donc d'aller apprendre, expliquer à ces gens-là que telles sont les règles. C'est maintenant la raison pour laquelle les litiges sont nombreux. Pourquoi? Quand tu dis que il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est normal. Ils n'ont pas fait les bons ou ils n'ont pas appris le droit. Maintenant, on leur a juste dit qu'il y a des secteurs dans lesquels vous pouvez traiter entre vous. Mais ils ignorent que ces secteurs maintenant sont réglementés. Ouais. Et même s'ils savent que ces secteurs sont réglementés, ils ne savent pas l'essence, la manière et la politique tout simplement qui est dans la réglementation en fait. Et donc, c'est ce qui fait que puisque avant ils le faisaient, et maintenant c'est réglementé, ils vont continuer à traiter entre eux sans se soucier de ces problèmes. Et à quel moment est-ce qu'ils vont se rendre compte que le problème existe? C'est au moment où ils voudront le traiter et qu'on leur dise que non, vous devriez passer par tel chemin, tel autre chemin, tel autre chemin. Est-ce que tu comprends? Et donc c'est là que nous sommes invités à intervenir. Et maintenant, la bataille, c'est quoi? C'est de montrer pour tout simplement à ces gens-là et la culture de la prévention, c'est-à-dire connaître tes droits d'abord et ensuite, avant donc d'investir beaucoup d'argent sur tel projet ou tel autre projet. Protège-toi d'abord. Protège-toi d'abord parce que désormais, ce n'est plus la culture d'avant. Ouais. Ce n'est plus, par exemple, tu prends le divorce, la personne, il y avait un divorce qui était réglé, par exemple, religieusement. Les gens le savent, comment ça se passe. Mais le problème est que il y aura un impact sur ton patrimoine. Et c'est pas la réglementation religieuse là, le traité devant l'imam, qui va régler ces questions du patrimoine parce que l'État va intervenir. Et donc, c'est là que tu vas te dire que le divorce a été prononcé au niveau de l'imam ou en tout cas religieusement. Mais, puisque l'État maintenant est laïque et il a institué des règles, oui, donc, et votre divorce doit avoir un impact sur les éléments qui constituent votre patrimoine.
Vous êtes obligé de le connaître. C'est la même chose pour une personne qui va faire signer un contrat parce que la convention peut ne pas être écrite. L'essentiel, c'est qu'il y ait des rapports et on considère que la convention, elle est là. Maintenant, puisque vous n'avez pas respecté les conditions qui ont été prévues, vous serez obligé de retourner et investir encore de l'argent dans le contentieux. C'est un gâchis. Et maintenant, la culture, c'est ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'inculquer au sein de nos sociétés cet esprit de prévention et leur dire que il y a des règles, éviter donc de mélanger les pédales avant d'interagir tout simplement. Parce qu'il y a des règles qui sont édictées et ces règles, si vous ne les respectez pas, par exemple, tu voudras faire un marché avec des gens qui ont déjà compris qui ont la culture juridique, tu ne pourras pas travailler avec eux. Oui. Parce qu'ils vont te demander des conditions que tu dois respecter. Tu ne l'avais pas respecté. C'est une perte. Et donc, quand un contentieux intervient également, tu vas dire, j'étais pas au courant, mais nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça le risque. Je suis parfaitement d'accord. Et ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est l'aspect juridique. Je pense que la colonisation actuelle, c'est dans les textes. C'est ça. Avant, la colonisation, c'était on venait, on prenait ta maison, on te séparait de ta famille, on t'utilisait, tu faisais du travail forcé, on te punissait, on te sanctionnait, mais maintenant les temps ont changé. Maintenant, la colonisation, c'est plutôt dans les textes des gens. Quelqu'un va faire un bon contrat en bonne et due forme, vous le donnez, mais à l'intérieur, vous allez voir que les mots sont tellement complexés et codés que tu comprends absolument rien. Effectivement. Et le but, c'est ça, c'est de faire sorte que tu signes le contrat pour que dans l'avenir, on pourra t'avoir. Et c'est important de lire les textes. Moi, en fait, j'ai eu des expériences où, je dirais pas que je me suis fait avoir, mais je veux dire, j'aurais dû mieux lire les textes. J'aurais dû mieux, en fait, demander des conseils, demander l'accompagnement de quelqu'un. Mais ce que tu dis, c'est extrêmement important. Ce qui importe, c'est pas juste le prix que tu vois sur le contrat, mais ce sont les articles. C'est ça. En cas de litige, en cas de problème, en cas de résiliation, en cas de renonciation, comment les choses vont être traitées. Est-ce que tu peux nous expliquer un cas pratique où tu as analysé le contrat, que ce soit d'un acteur, d'un ami ou parmi les personnes que tu accompagnes, et puis tu t'es rendu compte qu'il y avait tel goulot d'étranglement que tu as aidé la personne à surmonter? Oui, j'ai une anecdote. J'ai un ami, donc il est dans le monde du cinéma. Alors, quand il a commencé à évoluer, donc il s'est rendu compte que désormais, il doit avoir affaire à des grosses boîtes de production. Et donc, qu'est-ce qu'il constate? C'est que il s'est dit que, mais tiens, moi, à chaque fois, on me donne le contrat, je fais que signer. Parce qu'il sait matériellement ce qui l'attend. Il sait qu'il y a un job qui l'attend. Mais l'exploitation qui est faite derrière ce boulot, il ne maîtrise pas les droits qui lui reviennent. Ce qui fait que, comme tu as dit tantôt, les gens, donc des juristes aussi, il y a... Oui, je suis d'accord. On voit que tu n'y comprends que dalle, on te donne on te dit, ben, signe. Parce que tu n'as pas cette culture. Pur et dur, en fait. Oui, tu n'as pas cette culture. L'or noir, c'est l'information. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas la culture, c'est normal. Et que tu veux vite, donc, entrer dans c'est une question de survie aussi, quoi. Tu veux survivre. C'est ça. Et maintenant, il s'est rendu compte que, mais tiens, il faut prendre un recul. Il faut maintenant que je lise ce qu'on est en train de me faire signer. Parce que même si je maîtrise la matière, mais il y a des droits qui sont derrière. Et c'est à ce moment qu'il a vu que je faisais des publications et tout. Il me dit, mais tiens, est-ce que tu vas pas m'aider à lire un peu mes trucs? Parce que normalement, on ne doit pas te donner un contrat que tu le signes comme ça aveuglément. Ça, c'est une adhésion, en fait. Même on te donne un conseil, dors avec ton contrat et attends jusqu'à demain pour prendre une décision. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, c'est une négociation. C'est des termes. En fait, c'est des termes que vous vous êtes dit, ou même vous savez que ça doit se passer comme ça,
que vous transcrivez, c'est tout simplement ça. Maintenant, c'est vrai, comme je disais, que tout est codifié. Il y a des domaines où le législateur dit que puisque ça, c'est une affaire assez importante, il faudrait qu'on le codifie comme ça. Pourquoi? Parce que les intérêts qui entrent en jeu sont énormes et donc il faudrait qu'on protège. Donc la protection peut être économique, sociale, culturelle, technologique et tout. Et donc qui fait qu'on va dire que si vous voulez signer un contrat dans ce domaine, vous allez le signer suivant cette structure. C'est ça qu'on appelle donc, c'est l'ordre public économique qu'on dit. Donc l'État intervient et essaie donc de structurer. Et donc pour revenir à l'anecdote de mon ami là, on se rend compte que maintenant les choses sont sérieuses. Et il faut que je comprenne, que je sache à qui j'ai affaire, parce que derrière ils sont bien organisés eux aussi. Et ils tirent profit de ce que je fais. En fait, ton ignorance est leur profit. C'est aussi profit. Simple que ça. C'est leur profit. C'est le privé. En milieu business, ton ignorance est leur profit. Alors, débrouille-toi d'être au courant de ce qui se passe. Donc, tu es tenu d'investir énormément dans le conseil. Parce que investir dans le conseil te permet d'avoir tout simplement un œil, un regard sur tout ce qu'il y a, tous les enjeux, et donc de te prémunir de toutes ces difficultés qui peuvent surgir. Donc c'est pour cela que c'est un appel, hein. C'est un appel, il faut se rapprocher. C'est vrai, c'est un prix à payer. On a étudié, donc on a on n'a pas dormi. Après, c'est le capitalisme aussi. Hein. En fait, moi, je pense pas que tu peux te protéger à 100%. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu peux amortir la chute. Le risque n'est pas, il y a jamais de risque zéro. Mais tu peux amortir la chute, en fait. Ça, c'est aussi simple que ça. Il y a jamais de risque en fait, comme je t'ai entendu une fois dire, mieux vaut un mauvais deal que d'aller en procès, quoi. C'est ça. Oui, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est ça. Oui, c'est normal. Alors ça, la raison pour laquelle on le dit, c'est quoi? C'est que dans le monde des affaires, aller en procès, c'est inutile. Il y a personne qui veut aller en procès. Mais aller au procès est probable. Maintenant, limiter cette probabilité, c'est possible. En quoi? Faisant en anticipant sur les questions qui peuvent constituer un litige. Si vous discutez sur ces questions, vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez donc amortir ça. De sorte, si ça arrive, vous aurez la possibilité de le traiter entre vous. Maintenant, parfois il y a des difficultés d'interprétation. Je te donne un cas simple. Vous signez un contrat, vous voyez que les situations font qu'il risque d'y avoir Covid. Bon, je sais que Covid c'est venu et est tombé sur notre terre. Mais il y a des situations qui peuvent faire qu'on en arrive à Covid. C'est un exemple que je donne. Alors, vous allez définir les questions qui peuvent prêter, les conditions qui peuvent prêter à cette situation. Et vous dites que si cette situation intervient, nous allons le traiter comme ça. Donc, nous allons revoir les termes. Alors, à ce niveau, c'est quoi? C'est une clause que vous avez. C'est les forces majeures. C'est les forces majeures. Et donc, vous vous êtes dit, j'essaie d'être beaucoup plus... Si, je comprends. Alors, vous vous dites que si cette situation arrive, survient, on le traitera ainsi. On renégociera et on verra à nouveau si on peut continuer à collaborer, tout ça. Alors, c'est plus prévenant parce que vous évitez le contentieux. Maintenant, je l'explique pourquoi c'est un investissement. Parce que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas travaillé à réfléchir sur ces termes, ces conditions qui peuvent surgir. Si ces conditions surgissent, vous serez obligé d'aller appeler un avocat. D'abord, avant un avocat, vous pouvez m'appeler par exemple pour demander un conseil, vous allez me payer. Après moi, je vous dis, mais je ne suis pas avocat. Maintenant, pour que la chose soit traitée, allez voir l'avocat qui pourra le traiter. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez payer un avocat. Après l'avocat, vous irez au tribunal, vous allez attendre.
après avoir attendu, la décision va sortir. Vous allez encore attendre parce que pour des rappels aussi. les rappels et tout, vous allez voir l'huissier, ou bien vous allez exécuter. Et là, c'est énormément, c'est des coûts. C'est pour ça qu'on dit le contentieux, c'est un coût. Ouais. Les magistrats, ils sont là. S'ils pouvaient, il n'y aurait pas de contentieux. Pourquoi? À cause de ces coûts. Non, je dis pas à cause de ces coûts. En fait, ils sont là, c'est obligatoire. C'est pour l'État les a mis là pour le faire. Mais si vous pouvez les éviter, ils le préfèrent. Ok. Je l'explique ainsi. Et donc, parce que c'est le dernier recours. Parce que c'est la force de l'État. C'est l'État qui vient trancher à travers les avocats. Mais est-ce qu'un magistrat peut demander à ce que les deux parties trouvent une résolution à l'amiable, par exemple? Il préfère, il y a des matières dans lesquelles, en matière, par exemple, on te dit en matière commerciale, la conciliation est prioritaire. Okay. Donc, c'est ça, donc, dans la procédure, il faut obligatoirement passer par une conciliation. Donc, l'avocat vient, il vous appelle, autant pour moi, le magistrat vous appelle pour que vous essayez de trouver un terrain d'entente. Maintenant, si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, là, c'est la force de la loi qui va trancher. Okay. C'est comme est-ce que le divorce est considéré comme un litige en contentieux? Un divorce difficile, je veux dire. Oui. Pas à l'amiable. C'est un litige. Parce que c'est pour ça, le divorce en procédure normale, d'abord, vous allez en conciliation. Le juge vous appelle, vous dit discutez, essayez de trouver un terrain d'entente et vous donne un délai. Si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, là, vous allez en contentieux. Maintenant, c'est lui qui tranche. Donc, lui, il applique maintenant la loi, c'est-à-dire ça que la loi a dit, c'est ça que j'applique, sans complaisance. Non, moi, ça, en fait, ça me désole de voir. Il y a beaucoup de divorces dans ce pays. Et ça me désole de voir deux personnes, deux êtres chers qui se disaient il y a quelques mois ou il y a quelques années, je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Et puis, quelques semaines après, parfois même quelques mois après, ils se retrouvent au tribunal. Mais attends, pourquoi vous vous êtes dit toutes ces choses si c'était pas sincère, en fait? Ouais, c'est vrai, non, moi, je comprends pas. En fait, je comprends pas comment l'amour peut se transformer en une haine, tu vois. Oui, mais je suis pas spécialiste en amour, mais on dit que l'amour, il faut arroser, quoi. Non, je comprends pas. Même en matière de relation, si tu sors avec ta copine, vous n'êtes plus ensemble, mais fais sorte que les choses soient positives, quoi, tu vois. Termine les choses positivement. On ne sait jamais, quoi. Parfois, s'il y a d'autres mecs qui t'a déjà poignardé, là, il faut non, c'est fou. Même j'avais entendu quelqu'un dire qu'au tribunal, dans 80% des cas, c'est le divorce, quoi. Ouais, présentement, c'est le divorce. C'est extraordinaire. C'est la culture, voilà, bon, je sais pas comment l'expliquer, mais l'indépendance. Il y a des notions qui ne sont pas comprises et je pense que c'est une question de société. Pour en venir là. Mais par exemple, le mariage, c'est pas un contrat en bonne et due forme, je veux dire. Donc, quand on dit un litige, c'est parce que est-ce que tu peux expliquer, en fait, les tenants et les aboutissants d'un contrat de mariage? Et pourquoi c'est un litige? C'est un domaine que j'aime bien. Non, mais je lui connais, je vais te donner un peu de l'explication. Ouais. C'est pour ça, quand on me dit, je dis non, question de divorce, droit de la famille, laissez, moi, je suis droit des affaires. Je vous passe sans T'as bien choisi ta niche. Ça, c'est sûr. Alors, le divorce, pourquoi? Au Sénégal, par exemple, le mariage est considéré comme une institution. Donc, il y a une différence entre institution et contrat. Okay. Alors, pour N raisons, donc, comme j'ai dit, c'est dû à la culture, socialement, la religion et tout. Donc, c'est une institution qui fait que on considère que les deux personnes qui vont nouer donc leur lien, ne sont pas liés par des trucs matériels, quoi. Tangible. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, le divorce a des incidences sur, comme j'ai dit tantôt, sur leur patrimoine. Puisqu'il y a des incidences sur leur patrimoine, on a aménagé maintenant un régime. Ça, c'est pour ceux qui signent le partage des biens. C'est ça. Donc, on aménage un régime. Ouais. Donc, en dehors, c'est le tout, c'est le mariage. Mais pour le formaliser, il va falloir que vous choisissiez un régime. Donc, de séparation des biens ou de biens communs. Maintenant, dans les États en Europe, Occident et tout, eux, ils le considèrent comme un contrat. Parce qu'ils ont vu que ces aspects sont à l'intérieur pécuniaires et tout.
C'est pour cela, c'est pour cette raison que là-bas, c'est considéré comme un contrat, mais chez nous, on le considère comme une institution. Maintenant, le divorce, quand il sera prononcé, donc, puisqu'il y aura des incidences, comme j'ai dit, dans le patrimoine, on va se dire que désormais, puisque c'est un partage des biens, on va essayer de voir comment est-ce que vous avez obtenu tel bien, comment le partager, comment l'évaluer en argent et tout ça. Et donc, c'est ce qui fait que ça retarde les choses. Vous avez eu des enfants, comment est-ce qu'on va répartir la garde et tout. Oui. Et maintenant, la succession qui vient après, comment est-ce qu'on va considérer que tel a droit à ça et à ça et L'héritage, à ça. quoi. Et héritage et tout ça. Oui, Donc, c'est tous ces éléments qu'on considère qui font que, bon, au Sénégal, on considère le mariage comme une institution. Non, je comprends mieux. Maintenant, dans le cas, par exemple, si on prend l'exemple du contrat d'armement du ministère de l'Environnement qui a été signé ou dans lequel il y avait trop d'incohérences, trop d'éléments qui ne faisaient aucun sens et même le montant aussi, les conditions d'exécution. En fait, c'était un contrat bidon, entre guillemets. Dans ces genres de situations, si les signataires ou même les rédacteurs du contrat ont failli dans leurs prérogatives, comment on pourrait gérer la chose sous l'angle d'un juriste contentieux? Par exemple, toi, en tant qu'expert dans cette situation où c'est même les signataires, même ils sont fautifs. Avant d'arriver aux conditions d'exécution, les signataires sont fautifs. Il y a eu un cas de fraude, un cas de corruption. Comment on peut traiter ce genre de dossier? Alors, ces genres de dossiers, comme j'ai un peu briefé quand je te disais que la spécialisation des affaires, et donc qui font qu'on considère que telle affaire, il y a plus d'enjeux, et donc on va lui attribuer une forme de procédure particulière, et donc une forme de contractualisation particulière. Et ce qui fait que si maintenant ces conditions ne sont pas respectées, on va essayer de voir quels sont les intérêts qui ont été impactés. Est-ce que c'est des intérêts privés ou c'est des intérêts, en fait, on appelle intérêt général. Si on est dans le cadre de l'armement, c'est l'intérêt général. Oui. N'est-ce pas? Parce que c'est pas une seule arme qu'on achète comme ça. C'est l'intérêt général. Donc, c'est l'État et donc c'est la sécurité. En même temps, c'est une commande publique. Commande publique. Alors, c'est une question de sécurité publique, puisque c'est une question de vente d'armes, et donc c'est réglementé, même au niveau international. C'est ce qui fait que les conditions de conclusion de ce genre de contrat doivent être précis, doivent tout simplement respecter un certain nombre de normes, et qui fait que en fait, le respect de ces normes fait que l'État prend en compte tous les intérêts, l'intérêt général qui constitue l'ombre, en fait, de cette affaire. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le traiter de la même manière qu'un litige particulier. Si. C'est la raison pour laquelle maintenant, ces traitements peuvent... Bon, je ne maîtrise pas trop le domaine de l'armement, les ventes d'armes, je ne le maîtrise pas trop. C'est un peu, je ne sais pas si le droit international et tout ça, mais le traitement est spécial. Et donc, les acteurs de ce traitement également sont spéciaux. C'est tel que je peux l'exprimer, puisque je ne maîtrise pas un peu ce domaine. Je ne maîtrise pas un peu le domaine des... Je trouve que c'est dommage, en fait, parce que normalement, dans ce genre de situations, il doit y avoir des étapes de validation du contrat. Donc, comment ça se fait que toutes les étapes ont été bafouées et que le contrat a pu passer? Effectivement, c'est ça. 117 milliards, ça doit pas sortir de nos trésoreries comme ça, en fait. Il y a toute une procédure. Donc, c'est un peu louche de... C'est ça. Maintenant, le traitement après, ce sera quoi? C'est, comme on dit, à qui le droit de porter, de toucher la question. Quelles sont les autorités, par exemple, chargées de régler un litige? Un litige, quand on est en matière, je t'avais dit, en matière internationale, il y a des tribunaux
qui sont là. Par exemple, je te donne un exemple, la haute trahison. Ah ouais. Par exemple, c'est une affaire, un litige qui doit être traité d'une manière spéciale. On te dit qu'il y a l'Assemblée nationale qui intervient, qui doit constituer le tribunal. Les enquêtes parlementaires. Les enquêtes parlementaires et tout ça. Parce que c'est une question hautement sensible. Alors, si on prend le cas, par exemple, d'une collectivité locale ou d'une administration qui est en litige avec les litiges, par exemple, les immeubles et tout ça, alors là également, on te dit que ça, c'est une personne publique qui est intervenue. Et donc, à chaque fois, si on voit qu'une personne publique est dans la relation, on considère qu'il y a quelque part l'intérêt général qui doit être protégé. Et donc, il faudra un régime particulier. On dit c'est le juge administratif qui sera compétent sur telle ou telle chose. Maintenant, si c'est une question entre civils, on te dit que là, c'est le juge de droit commun. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un régime de droit commun où les autorités, l'administration judiciaire, c'est l'administration judiciaire ordinaire, comme on peut le dire. Et maintenant, il y a d'autres critères qui seront pris en compte lorsqu'il s'agit d'une autre question qui est d'une importance capitale ou qui demande un traitement particulier. Je te donne également le cas de la CREI. Donc, c'était un tribunal spécial. Pour le blanchiment des capitaux, etc. Il y a également voilà, c'est un de normes. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, si c'est le droit des affaires, le droit des affaires parfois peut toucher quelque peu ces petites questions-là de part et d'autre et qui seront traitées maintenant d'une manière pas spéciale, mais on va dire le droit commun. Ok, je comprends. Juste une dernière question avant qu'on attaque la partie personnelle. D'accord. Actuellement, quelles sont les contraintes et les limites que tu rencontres dans l'exercice de ton métier? Alors, limites et contraintes, c'est quoi? Bon, présentement, je peux dire j'exerce en même temps en freelance. Donc, mais en même temps, je suis salarié ailleurs. Si. N'est-ce pas? Et si je voulais être indépendant, là, je devrais, pour être beaucoup plus, je dirais pas crédible, mais pour être beaucoup plus organisé, ouvrir un cabinet et tout ça. Mais là, présentement, ce que je fais, je suis plus dans le social, en fait. Okay. Je suis plus dans le social vu que je travaille, donc je suis recruteur, donc je suis plus dans le social et j'essaye de donner du mieux que je peux à certaines personnes pour les sensibiliser sur les questions de droit, comment ça doit être traité, comment est-ce que vous devez vous y prendre et penser à tout simplement vous être à côté d'un conseiller juridique. C'est pour cela que je fais des posts sur LinkedIn, parfois sur Facebook. Et là, donc, il y a des gens qui apprécient, qui se disent que, ah bon, donc c'est ça. Si. Moi, je trouve ça super intéressant. Surtout les articles que tu publies. C'est ça, parce que le droit n'est pas accessible à tous. Comme dit, on est là, on est en train de... Aujourd'hui, j'ose pas utiliser le jargon juridique technique. Puisque si je le fais, les gens ne vont pas comprendre. Non, ils vont pas comprendre. Mais néanmoins, j'essaie de l'adapter. À chaque fois, si je fais une publication, j'essaie de l'adapter à l'auditoire que j'ai en face de moi. C'est super intéressant. C'est comme ça. Je comprends. Maintenant, dans la vie de manière générale, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et comment cet échec t'a propulsé ultérieurement dans la vie vers une réussite, par exemple? Un échec, je pense que c'était à l'université. L'échec qui m'a le plus marqué, c'était à l'université. Donc, je faisais partie des jeunes du genre, voilà, par exemple, j'ai jamais repris la classe au collège. Et donc, il y avait cette fougue de se dire que, voilà, moi, je peux pas. Invincible, quoi. Invincible. Alors, j'arrive à l'université, on me dit que, en première année, on me dit que, mes gars, ici, redoubler, c'est le principe, hein. Fac droit, c'est ça? Fac droit. Ouais.
reprendre la première année, c'est le principe, hein. Je regarde la chose. Je dis, tiens, c'est un principe. Non, moi, c'est une exception pour moi. Pam, première année, je passe. Damn. Ok. Mais deuxième année, là, j'étais beaucoup plus confiant, quoi. Oui, le karma te rattrape, quoi. J'étais même déterminé en deuxième année. Ouais. Mais deuxième année, j'arrive, je comprenais certaines matières. Enfin, à l'examen, j'arrive, on me dit que tu as, je sais pas, 3, je sais pas quoi. Je me dis, mais what? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et donc, c'est un recul, hein. Désolé, normalement, je suis pas. J'ai un recul. J'ai pas le droit de rire comme ça. Non, mais en fait, ça m'a marqué. Donc, je reprends la deuxième année comme ça. Et donc, je me dis, ben, tiens, j'ai pleuré. Je me dis, mais ça, c'est un échec. Et après, comme on dit, il faut transformer un échec en opportunité. En opportunité. C'est très, très important. Comment transformer un échec en opportunité? Donc, après, j'ai commencé à cultiver la philosophie de saisir l'opportunité dans cet échec. Et donc, j'ai repris la deuxième année avec philosophie. Et pire, en troisième année, comme la configuration de la fac, en troisième année, licence, je reprends encore. Ah ouais. Donc, tu as repris encore, 2 fois. J'ai repris 2 fois. Et cette fois-ci, sur des conditions que je ne peux pas expliquer ici. Mais après, comme je t'ai dit, quand on transforme un échec en opportunité, quand je reprenais la licence également, j'étais toujours concentré sur quelles sont mes potentialités, en fait. Et donc, je reprenais la licence en ayant à l'idée que, d'accord, c'est un examen, je l'ai échoué, mais la matière, tu la maîtrises. Je la maîtrise. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que j'ai l'école. Parfois, c'est pas une matérialisation parfaite de notre savoir. Parce que tout simplement, c'est des examens, mais en fait, je me disais que ça, je suis en train de le reprendre encore, mais je tiens la matière. Pourquoi? Parce que je suis passé de la matière, on l'apprend pour un examen et le prof nous corrige, d'accord. Mais ça, c'est utile dans la vie. Et j'avais déjà commencé à expérimenter ce que j'apprenais à l'école dans la vie. Et donc, même si je passe pas, je sais que j'ai l'opportunité de l'exercer. Parce que quand je donne un exemple ou je traite un cas en fonction de ce que j'ai appris, je suis pas un master, mais j'ai réglé le problème d'une personne. Et surtout, en fait, tu as transformé la connaissance en un savoir pratique. C'est ça. Ce qui est important. C'est ce dont j'avais besoin. Et c'est à partir de là que je me suis dit, c'est fini. Je ne me focalise plus sur les notes, c'est dit, non. Ça dit absolument. Est-ce que je comprends la chose? C'est vrai que je ne minimise pas la note, mais toutes mes énergies étaient concentrées sur qu'est-ce que ça doit servir. Et c'est ce qui m'a donné la chance. Je suis sorti après le master. Je sors, je dépose des stages comme tout le monde. J'ai pas obtenu de stage. Je me suis dit, mais même si j'obtiens pas un stage, je peux régler les questions de personnes. Et c'est comme ça que c'est parti avec un pote. On a commencé à prendre notre sac dans les Almadies. On rentre dans les rues de Dakar avec des copains ou des voisins, des oncles qui commencent à nous dire que bon, donnez-nous vos dossiers. Je me rappelle, j'ai écrit un message à des grands frères. Je leur ai dit, tiens, j'ai le master. Hein, si vous avez un dossier en droit, donnez-le-moi. Et donc, ils étaient contents de voir ça. Et c'est comme ça que c'est parti. La fibre de l'indépendance, de se battre. Et j'ai commencé à... Il ne faut jamais se renoncer. Et c'est important parce que même moi, quand j'étais à l'école, je tenais à mes notes. Mais après, là, je me suis rendu compte à quel point j'étais ridicule, en fait. Et ce qui est pire, c'est que ceux qui avaient les meilleures notes à l'école souffrent actuellement le plus dans la vraie vie. Parce qu'ils ont appris à mémoriser, mais ils n'ont pas appris à vraiment résoudre des problèmes. Il y a une différence entre mémoriser et venir réciter et apprendre comment réfléchir, comment résoudre un problème, comment parler, comment passer d'une étape A à une étape B, comment résoudre en fait des situations difficiles. D'où maintenant la pertinente question de ce qu'on revoit
L'enseignement. L'enseignement, c'est super. C'est Je quoi? pense que surtout le Sénégal, l'enseignement est basé sur la mémorisation. C'est ça. En fait, ta mémoire n'a rien à voir avec ton intelligence. Non, C'est pas parce que tu sais réciter, tu sais te souvenir de certains moments que tu es je intelligent. te donne un cas. Je me rappelle avoir discuté avec mes potes récemment. Je leur disais, mais tenez, au primaire, on disait qu'à tel élève est nul en maths. Mais tu vois, le gars, il se débrouille dans la vraie vie. Ouais, Et c'est lui qui a une entreprise. c'est sûr. Et c'est lui qui... Non, mais attends, c'est lui qui fait ses finances. Ouais. Et c'est à ce gars qu'on disait qu'il était nul en maths. Et pourtant, il a arrêté les études depuis le CM2. Et toi, tu as le master, mais tu ne parviens même pas. Alors, c'est quoi les maths? C'est là que je me dis que donc, c'est quoi? C'est en fait, tout simplement, on lui a pas expliqué la chose dans sa langue ou bien d'une manière Surtout, ouais, d'une pratique, manière très qu'il pratique. puisse comprendre que 1 plus 1 égale 2, ou c'est algèbre, ou c'est comment on appelle ça, les dessins. C'est ça. Après aussi, j'ai appris qu'on n'a pas tous les mêmes modes d'apprentissage. C'est ça. Il y a des gens qui apprennent en visio, en audio. C'est ça. Il y a des gens qui aiment être accompagnés et qui aiment en fait mettre la main dans la moule, tu vois. C'est ça. C'est différent. C'est le système, c'est juste le système. Le qu'il système, faut c'est changer. important. Je suis Et conscient en tout cas. quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné et le pire conseil qu'on t'a donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné jusque-là, c'est... Et je me souviens un professeur qui nous a dit que éviter de rester dans le droit commun. C'est un professeur, Abdul Wahab, il nous avait en master, je pense. Quand vous sortirez, ne soyez pas dans le droit commun. C'était le pire ou le meilleur conseil? Le meilleur, Ok, l'un ok. des meilleurs, voilà. Ne soyez pas dans le droit commun. Faites tout pour être dans le droit exceptionnel. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire, le droit commun, vous êtes interchangeable. Donc, si c'est pas toi, c'est l'autre. Hein. Ouais. Mais le droit exceptionnel, tu es le seul. Ouais. Donc, c'était une métaphore Je qu'il a comprends. utilisée, quoi. C'est comme la différence entre être administratif et être ingénieur. C'est aussi simple que ça. Soyez exceptionnel et vous serez incontournable dans votre domaine. C'est Vous sûr. serez le seul. C'est sûr. Tout le monde peut rédiger une lettre, mais tout le monde ne peut pas résoudre une équation mathématique. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Le pire conseil qu'on m'ait donné, là c'est difficile. Vas-y, dis. Est-ce que je me rappelle le pire conseil? Fouille un peu, tu vas trouver. Sinon, c'est pas grave. Est-ce que c'est parce que je considérais pas les trucs qui... Peut-être. Moi, c'est Peut-être pour parce ça que que je me t'as un rappelle bon filtre, en fait. Comme le film. Contrairement à moi, là, qui parlait tout et qui avance ses doigts dans le mur, quoi. Non, mais il n'y a pas meilleure manière de s'éduquer que de s'auto-éduquer, en fait. C'est la meilleure manière de... Parce que là, tu es concentré, tu sais ce que tu aimes, et voilà, tu fonces, quoi. Ok. Tu fonces. Quelle est l'influence que tu aimerais laisser dans ce monde? L'influence, il faut donner avec le cœur. Il faut donner avec le cœur, surtout ce qu'on a de plus cher. Parce que c'est un peu paradoxal. Ce que tu as de plus cher, tu dois le donner. C'est logique. Hein? Oui. Ce que tu as de plus cher, tu dois le donner avec le cœur. Donc, ce que tu as de plus cher, c'est ce qui est ta passion. Et donc, quand tu partages ta passion, Dieu te le rétribue. Ça, c'est aussi simple que ça. En même temps, on dit que souvent, bon, il y a une citation en anglais qui dit que les gens qui donnent le plus demandent de la plus pire des manières. Ouais. Les gens qui donnent d'habitude ne savent pas comment recevoir. c'est ça. Je pense que c'est important d'apprendre aussi à recevoir. Ouais. Bon, j'ai l'impression que toi, tu es comme moi, tu donnes tout, mais est-ce que tu sais recevoir? Oui, je reçois parce que Ok. à chaque fois quand je donne, je trouve que c'est une richesse que je reçois en retour, en fait.
Okay. Parce que je fais bien... Moi, personnellement, j'ai du mal à prendre des compliments parce que j'ai grandi dans une famille où l'excellence était la norme, en fait. Je comprends. Tu vois, on m'a jamais donné des compliments. Même quand j'ai terminé premier, quand je faisais tout ce que je devais faire, pour mon père, pour mes parents, c'est normal, t'es Habib, tu vois. On est pareil. Tu vois? Donc, toute ma vie, j'ai reçu aucun encouragement. Non. C'était pas ça. Aucun... Mon père était enseignant. C'est ça, aucun compliment. Donc, dans la vraie vie, là, vu que là, je grandis, je commence à travailler, je commence à interagir avec les gens. Et parfois, il y a des gens qui viennent te dire, ah, t'es gentil, t'es bon, t'es ça, ceci. Je dis, non, laisse tomber, c'est pas grave. Non, c'est normal. À chaque fois, je rejette les compliments qu'on me donne parce que pour moi, c'est normal, en fait. Mais là, ça commence à devenir, en fait, je commence à identifier cet automatisme-là, le fait que je rejette les compliments tout le temps. Et je sais qu'il faut que je travaille dessus. C'est pas bien. Faut apprendre à recevoir. Oui, il faut apprendre à recevoir. Je suis trop nul. Même jusqu'à maintenant, je sais pas comment demander, en fait. Non, je sais pas. En fait, les raisons pour lesquelles je travaille comme ouf, parce que je ne veux pas demander les gens. Je pourrais faire travailler toute la journée pour avoir 2000 francs et être nickel dans mon coin que d'aller demander, en fait. Oui. Et c'est pas bien. Oui, c'est quelque part, il faut apprendre à faire ça. Je pense qu'à un moment donné de ma vie, moi, je pense aussi, j'ai commencé à me poser ces questions. Ouais. Comment recevoir, en fait? Non, en tout cas, j'ai atteint mes trentaines, là, depuis quelques semaines. Mais franchement, les 10 prochaines années, je vais essayer de désapprendre beaucoup. Ouais, je pense que les vingtaines, j'ai beaucoup appris. Là, il est temps pour moi de désapprendre. Et surtout, c'est important. Okay. Merci. En tout cas, Jean, je suis très content, très honoré par cette visite. J'ai beaucoup appris. Le temps est passé vite. C'est vrai. Non, mais tout le plaisir est pour moi. Je pense que mon souffle, c'est vrai qu'on n'a pas encore l'occasion de se voir. Hein. Ah ouais, on s'est vu une seule fois. On se parle juste par téléphone, et oui. Mais c'est agréable, le cadre est déjà agréable, donc on est relax, on dit ce qu'on sent. Et voilà, tout le plaisir est pour moi en tout cas. En tout cas, je suis content. Et déjà aussi, je prie pour que les choses évoluent, pour qu'il y ait encore beaucoup plus d'argent. Parce que moi aussi, il n'y a pas d'argent. Parce que moi aussi, après je vais quitter le social pour faire du business. Pour faire du business, c'est normal, c'est la finalité ultime. Mais continue comme ça, si tu continues d'ajouter de la valeur, le profit s'en suivra automatiquement. C'est aussi simple que ça, quoi. Est-ce que tu as un message particulier pour les jeunes qui nous écoutent? Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est quoi d'abord? Travailler, c'est juste ce que Abdoulaye Wade a dit. Avant-hier, c'est ce que Youssou N'Dour a dit. Mais je rajoute quelque chose. C'est, pour ne pas aimer la facilité, il faut, j'ai un slogan que je commence à mûrir. C'est, il faut s'informer, se former et s'armer. Ouais. C'est les 3 piliers que je pense que c'est le sens de la vie. Parce que si tu t'informes, tu es ouvert d'esprit, tu verras comment les choses se passent aux États-Unis, en Indonésie, etc. Ça te permet donc de savoir qu'il te reste, que tu as toujours des limites, tu as des défis. Et donc ça te pousse à te former davantage. Et donc, quand tu te formes, eh bien, tu as la qualité, tu t'armes. S'il y a une opportunité, c'est pas... C'est sûr. Aussi simple que ça. Préparation plus opportunité égale chance. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out.